Les effets du changement climatique sont bien visibles, records de chaleur, feux de forêt et réchauffement des océans. Un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies met en évidence un cycle vicieux entre changement climatique et dégradation des sols. On parle du changement climatique, des émissions de carbone et du réchauffement de la planète et de divers autres aspects. Mais on ne parle pas des sols. Les sols et le climat ne font qu'un. Ils ne sont pas séparés. Les propriétés des sols, l'utilisation des terres et le climat, tous sont interdépendants. Un maximum de carbone était toujours présent dans les sols. Mais maintenant, une grande partie est dans l'atmosphère, où il ne devrait pas être. Mais près de 40% de cela a lieu simplement parce que les sols sont laissés nus. Ce qui contribue le plus à cela, c'est l'agriculture ou les terres nues. Le même sol qui aurait dû absorber du dioxyde de carbone et du méthane de l'atmosphère les libère maintenant. Simplement parce qu'on le laisse nu et qu'il n'y a pas de vie ou d'activité microbienne. Sans favoriser la vie des sols, séquestrer du carbone en utilisant telle ou telle technologie n'est pas la réponse. Parce que le carbone n'est pas notre ennemi. Nous sommes tous une vie de carbone. La vie sur cette planète est une chaîne de carbone. Dans cette chaîne, du cycle de la vie ou du cycle du carbone, les sols sont le maillon le plus important. Et ils s'épuisent de plus en plus. Ils s'épuisent dangereusement. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures, de l'extinction des dodos. Mais ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est à l'extinction des sols. Tous les scientifiques responsables dans le monde et les agences de l'ONU disent clairement qu'il ne nous reste que 80 à 100 récoltes, c'est-à-dire approximativement 45 à 50 ans de sol agricole sur la planète. En 2045, nous produirons 40% de nourriture en moins qu'actuellement. Et notre population aura atteint 9,3 milliards de personnes. Cela n'est pas un monde dans lequel vous voulez vivre. Et 2045 n'est pas bien loin. C'est de votre vivant que vous le verrez. Ce n'est pas le futur. Donc, ce problème, le problème des sols, le problème du changement climatique ne concerne pas les générations futures. Il est là. Les sols sont une entité de base dont toute la vie terrestre dépend. 95% de tous les aliments consommés par les humains vivent dans le sol. Près de 95% de tous les antibiotiques pris par les humains et les animaux viennent des sols. Donc les sols et la vie ont évolué ensemble. Il n'y a pas de sol sans vie et il n'y a pas de vie sans sol. Dans une poignée de terre, il y a plus de 5 à 7 milliards d'organismes. Ce n'est que grâce aux microbes présents dans les intestins qu'on digère la nourriture. C'est la même chose pour toutes les plantes et les arbres. Ils ne peuvent pas absorber les nutriments des sols eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide de micro-organismes. Les bonnes bactéries, les bons champignons, protozoaires, nématodes, micro-arthropodes, vers de terre, nématodes. Tous ces organismes sont nécessaires pour la bonne santé des sols, pour que votre plante absorbe tout ce qu'il lui faut à chaque seconde de chaque jour. Voyez, en ce moment, les organismes ici, la seule chose qu'ils peuvent manger, c'est la matière organique. D'où viendra la matière organique? Il n'y a que la litière végétale des arbres ou les déjections animales qui peuvent apporter de la matière organique au sol. Dans un sol agricole normal, le taux minimal de matière organique devrait être entre 3 et 6%. Le minimum absolu, c'est 3%. 3% est en quelque sorte le seuil, où il y a une assez grande diversité des aliments qui sont présents pour que tous les ensembles de micro-organismes nécessaires puissent accomplir leur travail. Dans la majorité du monde occidental, on a tellement détruit les diverses espèces des différents groupes fonctionnels qu'on est au bord du seuil, au-delà duquel on ne peut plus revenir en arrière.
Plus de 62% des sols en Inde ont un taux de matière organique de moins de 0,5%. Dans tout le sud de l'Europe, le taux de matière organique des sols est à environ 1% ou moins. Plus de 50% des sols aux États-Unis ont disparu. Vous voyez, ceci est du sable. Si tu y ajoutes assez de matière organique, ça va devenir un sol riche. De même, si tu retires toute la matière organique d'un sol, ça va devenir du sable. Donc, c'est ce qu'on appelle désertification dans le monde. Les sols agricoles deviennent du sable ou se transforment en désert dans le monde entier parce que il n'y a pas de matière organique. Donc, nous cherchons à obtenir une politique dans 192 pays pour faire de cela la norme, que si tu possèdes des terres agricoles, elles doivent contenir au moins 3 à 6% de matière organique, légalement. Au départ par des recommandations, puis par des incitations, et enfin légalement. Pour adopter une telle loi, que faut-il? C'est une démocratie. Ça veut dire que les gens ont le pouvoir. C'est le pouvoir des gens. C'est cela que ça veut dire. Donc il est important que les populations du monde s'expriment et disent « On est prêt pour des solutions de long terme ». Donc, dans ce cadre, en 2022, j'ai roulé de Londres au fleuve Kaveri à moto. 30 000 km en 100 jours. J'avais 65 ans. En ce qui concerne la Ligue islamique mondiale, nous sommes tout à fait prêts à vous aider. Vous m'avez amené à complètement transformer ma vision des sols. Vous honorez les gens de ce pays. Je tiens à beaucoup vous remercier. Sadhguru s'est embarqué dans cette aventure et a fait un travail formidable. Cher Sadhguru, une des voix et des leaders du monde en matière de conservation des sols, le mouvement que vous avez lancé en tant que spécialiste des sols, je n'aurais pas pu imaginer de plus grande bénédiction divine. Joignez le mouvement Conscious Planet pour sauver les sols. Sauvons les sols, à nous de jouer. Sauvons les sols, à nous de Je ne jouer. veux pas que cette COP 15 se termine comme une conférence de plus avec des papiers et encore des papiers. Elle doit se terminer avec des actions concrètes et des actions conçues de telle façon qu'elles soient applicables. Le yogi indien Sadhguru, fondateur du mouvement Sauver les sols, a parlé à la COP28. Si 60% de n'importe quel électorat déclare clairement que
on se préoccupe des sols, nos enfants, le faites-vous pour eux. Si vous ne faites pas ça, on ne va pas vous élire. Ça va devenir un enjeu électoral. Une fois que c'est un enjeu électoral, il y aura de l'action. Il a cette La magie. fête a eu lieu, l'attention s'est portée sur les sols. C'est une grande fête pour nous. Ce n'est pas que tout à coup on a pensé au mouvement Sauvons les sols. J'ai fait la promotion de la régénération des sols depuis plus de 30 ans maintenant. Ce voyage, en termes d'expérience, a débuté très tôt dans ma vie, depuis 1998. Cette année-là, des agences des Nations Unies sont venues au Tamil Nadu et ont prédit que d'ici 2025, 60% du Tamil Nadu ferait face à une désertification. D'après mon expérience, j'avais le sentiment que ça allait arriver bien avant 2025. Parce que 3 fleuves s'étaient asséchés dans le Tamil Nadu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc partant de là, on a créé un mouvement appelé Project Green Hands, qui a planté des millions d'arbres et continue à le faire. Et on a constaté une nette amélioration de la qualité des sols, des valeurs nutritives des aliments, et par-dessus tout, pour les agriculteurs, c'est un processus lucratif, parce qu'en 7 à 8 ans, leurs revenus augmentent de 300% à 800%. Mon travail est de marier l'économie et l'écologie, parce que si ces deux choses ne s'unissent pas, l'écologie sera battue. À partir de cela, on a lancé la chose suivante, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans les politiques encadrant la plantation d'arbres. Pour mettre cela en œuvre, j'ai roulé de Kanyakumari à l'Himalaya en 29 jours, couvrant 16 États. À cette époque, dans ces 16 États, il y avait 6 partis politiques distincts. On a obtenu la participation absolue de tous les partis politiques parce qu'il y avait 162 millions de personnes qui supportaient le mouvement. Nous devons comprendre que dans une démocratie, il n'y a qu'une seule devise, les chiffres, les gens. J'ai donné cette recommandation politique au président vers 18h20, le jour suivant, avant 11h, juste avant 11h, le bureau du président appelle et dit « Une cellule spéciale a été formée et ils veulent une version digitale en 3 mois et demi. » Le Niti Aayog en a fait une politique recommandée pour les 28 États. J'ai vu vos efforts pour améliorer la propreté et le débit de nos rivières. Donc, c'est ça l'histoire de Rally for Rivers. On savait qu'on devait manifester une démonstration à grande échelle. C'est pour cela qu'on a lancé Cauvery Calling. Cauvery Calling n'est pas juste un programme de plantation d'arbres. C'est bien plus que cela. C'est unique, parce qu'avec d'autres initiatives pour sauver les sols, il offre un accompagnement de A à Z aux agriculteurs. Cela grâce à des formations et un accompagnement des agriculteurs pendant le passage à l'agroforesterie en fournissant des plants bon marché. Des conseils pendant la période de croissance et en les connectant à des marchands qui achèteront à un prix juste. L'UNCCD, en voyant le succès de Cauvery Calling, présente maintenant ce projet comme un modèle pour le monde tropical. Cauvery Calling pourrait aussi être un projet de grande envergure qui aiderait à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, tout en régénérant la terre qui nous nourrit tous. Pour moi, vous êtes l'incarnation des objectifs de développement durable, donc merci infiniment. Le mouvement aide aussi les agriculteurs grâce à des organisations de producteurs agricoles. Nous pilotons ce mouvement des organisations de producteurs agricoles, dans lequel les agriculteurs se rassemblent et forment une sorte d'entreprise pour avoir la force de la grande échelle. Nous envisageons des organisations qui réunissent entre 10 et 25 000 agriculteurs.
L'argent des ventes est déposé sur notre compte bancaire, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand on commercialise nos produits, on est bien reçu. Beaucoup de portes s'ouvrent à nous. Disons que 10 000 agriculteurs ayant des terres voisines se réunissent, on peut causer une révolution et montrer que la vie à la ferme peut être radicalement changée. En 5 ans, on peut multiplier leurs revenus significativement. On peut changer la composition des sols. On a créé des fermes modèles dans tout le sud de l'Inde pour démontrer comment l'agriculture régénérative peut aider à revitaliser les sols, l'eau et l'agriculture elle-même. Ces modèles et leurs agriculteurs ont inspiré des milliers d'agriculteurs à adopter les pratiques de l'agriculture régénérative pour les cultures qu'ils font pousser depuis des décennies. Ces pratiques régénératives ont significativement augmenté les revenus des agriculteurs, du fait de la qualité et de la quantité produite, et les consommateurs sont plus qu'heureux de payer un prix plus élevé pour des aliments sains et riches en nutriments. Beaucoup d'entreprises ont été créées, mais il n'y a jamais eu une entreprise pour sauver les sols. On a commencé avec 40 villages, maintenant on étend cela à plus de 1500 villages. Je suis sûr que cela va être un modèle, pas seulement pour l'Inde, mais pour le monde entier. I would like to thank Isha Save Soil Movement. I'm implementing all the things I learn in every training program. And whatever I need for my children and family, I'm able to produce from my own farm. J'ai introduit des arbres sur ma ferme. Maintenant, ma ferme a des arbres en plus des cultures à cycle court. Avant, quand on a analysé le taux de matière organique du sol, il n'était que de 0,5. Maintenant, il est passé à 1,3%. Plus le taux de matière organique du sol augmente, plus la quantité des noix de coco dans les cocotiers augmente, et plus le poids des noix de coco augmente. L'agriculture est devenue profitable pour nous. On augmente aussi nos revenus grâce à la polyculture. Sol. Dans les racines, il y a une tige. Dans la tige, il y a une branche. Dans la branche, des feuilles, bourgeons, fruits et fleurs, tous enracinés dans le sol. C'est mon vœu et ma bénédiction que chacun de nous s'engage à inverser cette situation et à offrir cela à la prochaine génération, un sol fertile et riche sur lequel ils pourront vivre, parce que le corps même que l'on porte est le sol sur lequel on marche. Le niveau de richesse du sol, ce sera le niveau de richesse de cette vie, ce sera la force de cette vie. Et par-dessus tout, il s'agit de l'enfant pas encore né, qui est le futur, parce que en ce moment, on épuise les sols de l'enfant qui n'est pas encore né. Si l'on s'unit tous dans les décisions et les actions qu'on prend en tant que nation, on peut s'assurer que les politiques qu'on définit bénéficient à tous et ne soient contre personne. Faisons en sorte que cela ait lieu, que, à cette génération, avant que nous partions, on laisse un sol riche pour les générations futures, pour qu'elles puissent bien vivre leur vie avec toute la richesse possible.